Bonjour à tous, alors bienvenue dans la vidéo de présentation du dernier laboratoire de thermodynamique qu'on ne pourra malheureusement pas faire en présentiel, mais on a essayé de mettre en place un dispositif pédagogique pour que vous ayez tous les acquis d'apprentissage que normalement vous auriez eu au laboratoire. Alors on va commencer cette vidéo de présentation d'abord par un petit plan de cette séance. Donc on commencera par détailler les objectifs de la séance, le contenu de la séance à proprement parler. On fera une très très brève description de l'installation parce qu'en fait il y a une vidéo complémentaire qui vous présente l'installation complète et on terminera par une correction complète de la préparation que vous avez normalement dû faire. Alors, les objectifs ici, eh bien, ce sont d'abord d'étudier un cycle qui est fermé. Pour rappel, un cycle qui est fermé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est un cycle où le fluide va parcourir plusieurs étapes et la dernière étape, en fait, la dernière transformation, va ramener le fluide à son état initial. Donc, en fait, la dernière transformation correspond à une transformation qui ramène à l'état initial. Et donc, si ce cycle, il est parcouru, en fait, cet ensemble de transformations est parcouru dans le sens horloger, eh bien, on va avoir un cycle qui est moteur. Si il est parcouru dans l'autre sens, on aura un cycle qui est récepteur. C'est le cas ici pour le cycle frigorifique parce qu'en fait, on va fournir du travail au fluide pour pouvoir réaliser un transfert de chaleur entre la source froide et la source chaude. Alors, le cycle ici, c'est un cycle qui est en système ouvert. Ça veut dire quoi un système ouvert? Eh bien, c'est un système qui échange de la masse et de l'énergie avec l'environnement. Donc en fait, ici vous allez dire oui, mais il n'y a pas d'échange de masse avec la pièce quand j'ai un frigo. Eh bien, c'est normal. Donc n'oubliez pas qu'il y a une petite vidéo de rappel justement qui rappelle les différences entre cycle et système. Eh bien, comme on le précise dans cette vidéo, ici, il ne va pas y avoir d'échange avec l'extérieur, mais en fait, il y a un échange avec le cycle en lui-même, dans le sens où vous avez un circuit et donc, quand on prend un cycle frigorifique, eh bien, c'est un ensemble de quatre systèmes ouverts et le fluide parcourt les quatre systèmes ouverts. Et donc, si on prend par exemple le compresseur, eh bien, il y a du fluide qui rentre dans le compresseur et qui sort du compresseur. Et donc, on a bien un compresseur qui est un système ouvert, même si le cycle, lui, en général, n'échange pas avec la pièce. Au final, il est constitué de quatre systèmes ouverts qui sont traversés par le fluide. Un élément qui devrait vous mettre, pour rappel, sur la piste du système ouvert, c'est qu'ici, on a bien un débit qui est permanent à l'intérieur de chacun des systèmes. Donc, dans le compresseur, il y a un débit qui est constant. Donc, en régime stabilisé, en régime permanent, on va avoir un débit qui est constant à l'intérieur de chacun des éléments. Alors, quels sont les éléments qu'on va voir ici? Eh bien, pour rappel, dans un cycle moteur, on a une source chaude et une source froide, et on profite du déséquilibre entre la source chaude et la source froide. Donc, il y a un transfert thermique qui s'établit, et on va profiter de ce transfert thermique naturel pour créer un travail moteur. Ici, dans le cycle récepteur, comme je vous dis, ça va être l'inverse. Donc, on va amener du travail moteur pour réaliser ce qui d'habitude n'est pas permis, c'est-à-dire un transfert de chaleur du froid vers le chaud. Donc ça c'est un peu évident que c'est pas normalement avec un glaçon que je vais pouvoir chauffer du café. Eh bien ici, on va justement voir que c'est possible en amenant du travail de transférer de la chaleur du froid vers le chaud. Comment est-ce que ça va se réaliser? Eh bien, on va revoir ici les différentes étapes. On part toujours en fait du point 1. On désigne par convention le point 1 comme le point avant le compresseur. Ce point 1 est un gaz à basse température et à basse pression. On va le compresser et donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a une compression? Eh bien, une compression de gaz, le gaz chauffe et forcément, si on comprime, il est à plus haute pression. Et donc, on aura un gaz qui est à haute température et à haute pression, ce qui fait que comme il est à haute température, il va pouvoir échanger avec la source chaude. On va venir le porter à une température plus haute que la source chaude, ok? Et comme il échange ici avec la source chaude et qu'il est à haute pression, eh bien, un gaz qui est à haute pression qu'on va refroidir fortement, eh bien, il va condenser. On va donc se retrouver avec un liquide qui est à haute température ou relativement haute température et à haute pression. On va passer ce liquide à haute température et à haute pression dans une vanne, qui est un détendeur. Pour rappel, une vanne, c'est juste créer de la perte de charge et donc on va diminuer du coup à ce moment-là
la température et la pression. On va alors passer dans un état qui est un état de liquide, mais qui est aussi avec de la vapeur saturée. Et donc, en fait, on va avoir ici un mélange de vapeur saturée humide, qui sera à basse température et basse pression. Et on va passer par un évaporateur pour évaporer, transformer toute la partie liquide. On se retrouvera alors avec un gaz. Donc, une fois que j'aurai complètement évaporé le liquide, eh bien, je n'aurai plus que de la vapeur. Je serai donc à l'état gazeux, toujours à basse température et à basse pression. Et je redémarre ainsi mon cycle, vu que pour rappel, j'ai ici un cycle fermé. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de pression à l'intérieur de mon cycle frigorifique. Ces deux niveaux de pression, c'est quoi? Eh bien, j'aurai, en fait, si je divise le cycle en deux, j'ai dans la partie supérieure, donc au-dessus de mon compresseur, j'ai de la haute pression, et puis j'ai de la haute pression jusqu'où? Jusqu'à avant l'entrée dans le détendeur. Après le détendeur et avant le compresseur, j'ai un niveau basse pression. Donc je peux séparer mon cycle en deux avec un côté haute pression, un niveau basse pression. Je peux aussi séparer mon cycle en deux avec un niveau liquide à gauche et un niveau gaz à droite. Okay, donc ici, avant le compresseur et après le compresseur, j'ai une partie où je suis à l'état gazeux. Ici, après en fait le condenseur et avant l'évaporateur, j'ai une partie où j'ai du liquide. Forcément, à l'intérieur du condenseur et à l'intérieur de l'évaporateur, il s'agit d'un changement d'état et donc j'ai coexistence des deux phases à l'intérieur de ces éléments. Alors avant de passer au schéma thermodynamique, je vais faire juste un bref rappel sur ce qu'est le diagramme LNPH. Donc, c'est un diagramme pression-enthalpie. Pourquoi je dis LNP? Parce que en fait, on a une échelle qui est logarithmique pour la partie pression et H, lui, est linéaire. On verra que parfois, sur certains graphiques, si vous vous souvenez de la vidéo sur l'utilisation des diagrammes LNPH, eh bien, il y a un changement d'échelle, mais c'est une échelle qui, même s'il y a changement d'échelle, est linéaire pour la partie H. Alors, à quoi va ressembler mon diagramme LNPH? Donc, je trace deux axes ici et je vais venir, hop, dessiner une cloche. Okay. La cloche dans un LNPH, elle a plus ou moins cette forme-là. Quelles sont les droites importantes? Et donc, je vais remettre ici, j'ai un log P. Pour rappel, log, c'est une notation anglaise pour dire logarithme népérien, donc ln. Okay, log P. C'est pas une base 10, généralement, pour ces logs. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ça dépend vraiment de vos graphiques. Par contre, vous pourriez, donc ça, regardez toujours, l'échelle, ça pourrait être un logarithme en base 10, ici, sur la gauche. Alors ici, ce que je vais avoir, donc, c'est toutes les lignes horizontales, évidemment, en fait, ce sont des isobars. Toutes les lignes verticales, ce sont des isenthalpiques. Et donc, ce qu'il est intéressant de noter, eh bien, c'est, par exemple, les lignes qui sont les isotitres. Donc, pour rappel, les isotitres, vous prenez un point qui est du coup à chaque fois équidistant, entre guillemets, donc la relation isotitre est linéaire avec la forme de la cloche. Comme la cloche n'est pas tout à fait symétrique, eh bien vous allez avoir des lignes isotitres qui ne vont pas être tout à fait parallèles au bord de la cloche, et donc vous allez avoir des lignes qui sont de ce type-là. Ok, vous allez avoir quelque chose comme ça pour vos isotitres. L'autre droite qu'il est intéressant de remarquer, eh bien, ce sont les isothermes. Alors, pour rappel, une isotherme et une isobare sont confondus sous la cloche. Donc, j'ai ici une belle droite horizontale. Et le petit moyen mémotechnique que je vous avais dit que je vous avais donné, en fait, pour ces isothermes, c'est quoi? Eh bien, c'est, si vous vous souvenez, la forme d'un dinosaure ou d'un cheval. Et donc, on va avoir ici le coup tout droit du dinosaure, en fait, parce qu'on a dans la partie ici, pour rappel, sur la gauche du graphique, c'est la partie qui est la partie liquide sous-refroidi. Ici, on a la partie vapeur surchauffée, et ici, on a un mélange de liquide et de vapeur. Sur la gauche, on a forcément du coup le liquide saturé, et sur la droite, la vapeur saturée sèche. Donc le liquide saturé, c'est celui qui pourrait soit basculer en vapeur saturée humide, soit de basculer en liquide refroidi, et la vapeur saturée sèche, c'est vraiment celle qui est également prête à basculer, soit en vapeur saturée humide, soit en vapeur surchauffée. Et dans la deuxième partie, donc on avait
la première partie qui est une droite presque verticale. Ici, on a une droite qui est parfaitement horizontale. Et puis, on termine avec une droite qui part comme ceci ici. Ok, donc ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est la queue du cheval ou du dinosaure. Vous voyez ce que vous voulez. Hein, si vous, pour rappel, hop, on a dessiné notre petit dinosaure ou cheval. C'est vous qui voyez ce que vous voulez. Alors, pour rappel, on a aussi tout ce qui est isentropique, hein, qui vont être des droites qui partent comme ceci ici. Et vous avez les isochores qui, elles, sont des droites un peu plus penchées comme cela ici. Donc ça, c'était pour le diagramme à la main. Maintenant, je vais vous remontrer cela de manière un peu plus propre. Et donc ici, vous voyez, donc j'ai représenté les isotitres. En fait, enfin, je dis j'ai représenté, on a représenté parce que les dessins ont été faits par Madame Bauche. Donc ici, c'est avec un logiciel qui est un logiciel de dessin à la main, donc ce n'est pas super précis non plus. Et vous avez, après les isotitres, donc ce qu'on avait vu, ce sont les isothermes. Madame Bauche vous a mis le petit dinosaure pour ceux qui ne le voyaient pas encore. Et donc on voit ici les différentes isothermes. Ici, comme ça c'est dessiné à l'ordinateur, mais donc ce sont plutôt des courbes que réellement des droites, donc il faut faire attention. On a également les isentropiques qui sont représentés et les isochores qui ressemblent à cela. Ok, donc ça c'est pour l'utilisation du diagramme. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce diagramme pour rappel? Eh bien parce que le cycle ici est composé de deux isobars hein, qui vont de l'état 2 à l'état 3, donc qui passent dans les échangeurs de chaleur. Pour rappel, les échangeurs de chaleur, lorsqu'on est en système ouvert, ce sont des isobars. Et pareil pour la partie évaporateur, donc de 4 à 1. On a également de 3 à 4 une isenthalpique, hein, parce que pour rappel, ici j'ai une vanne de détente, et donc si j'écris mon équation du travail moteur, qu'est-ce que je vais écrire pour mon équation du travail moteur? Eh bien j'aurai Wm est égal à delta H moins Q. C'est une vanne, une simple vanne, donc je ne vais pas pouvoir produire de travail moteur. Si je l'isole suffisamment, je dis ok, je l'isole pour ne pas qu'elle ait de perte de chaleur, eh bien j'aurai Q égale à 0, et donc en fait, j'aurai delta H égale 0, c'est-à-dire une transformation qui est isenthalpique. La dernière transformation, en tout cas celle qui est représentée ici, de 1 à 2S, c'est une isentropique, et parfois, on vous donnera en fait ici un rendement isentropique pour pouvoir recalculer le point 2. C'est ce que on fera dans la correction de la préparation. Okay. Alors, ici, on remarquera également, donc ça c'était ce qui était dit qu'il faut faire attention que le point 3, en fait, n'est pas réellement à haute pression, à haute température. Hein, donc on appelle haute température parce qu'il sera ce point 3 plus chaud que la source chaude, mais la source chaude étant par exemple si on parle d'un frigo qui travaille dans une pièce, eh bien la pièce est à par exemple 25 degrés et donc le point 3 sera à 30 degrés, ce qui n'est pas vraiment une température très haute, hein, donc c'est plutôt une température modérée, mais en tout cas qui sera plus haute que la source chaude. Ok. Alors, on a également le point 1, hein, qui est, lorsqu'il est surchauffé, ben, qui est à basse température. Là aussi, c'est une température qui peut être parfois modérée. En fait, elle sera plus froide, si on parle vraiment du frigo domestique, cette température sera plus froide que la source froide. Et donc, si votre frigo est à 6 degrés, eh bien, ce sera peut-être quelque chose qui sera à 2-3 degrés, hein, ce qui reste une température relativement basse, mais donc, c'est pour ça qu'ici on a barré en fait le bas et le haut parce que c'est relativement haut, relativement bas et on n'est pas comme dans un cycle à vapeur à des températures de l'ordre de 400-500 degrés, etc. Et on ne sera pas de l'ordre ici dans des températures négatives et donc il faut relativiser cela. Alors pour rappel, comment est-ce que à partir de mon point 1, eh bien, je vais pouvoir trouver mon point 2, eh bien, je vais d'abord suivre une isentropique jusque 2S, et puis, grâce au rendement isentropique, je vais pouvoir trouver le point 2. Le rendement isentropique, c'est quoi? Eh bien, c'est H2S moins H1. Donc, pour rappel, l'isentropique, c'est celle qui, pour un compresseur qui est une machine réceptrice, c'est celle qui produira le travail le plus petit. Et donc, je vais avoir H2S moins H1 sur H2 moins H1, qui est égal à mon rendement isentropique. H2S, H1, on verra dans la correction de la prépa, je peux lire tout ça sur le diagramme, hein, c'est ce qui est ici H1 et H2. Et donc,
enfin H1 et H2S, je peux venir les lire sur mon diagramme, et donc à partir de ça, je peux recalculer mon H2. Et avec H2, je peux aller lire toutes les caractéristiques sur le diagramme. Pour rappel, je vous disais que ce diagramme LNPH est très utilisé. Pourquoi? Parce qu'il a ce côté très pratique qu'en fait, quand on lit ici sur l'axe des abscisses, on a directement l'enthalpie et en fait, on a directement toutes les grandeurs caractéristiques du cycle. Notamment, eh bien, si je veux calculer le COP de mon frigo, donc le coefficient de performance, c'est l'équivalent du rendement pour les machines motrices, eh bien, je vais devoir regarder mon effet de chaleur froide sur mon travail moteur. L'effet de chaleur froide, c'est quoi? Ah bien, en fait, c'est, si je réécris, c'est Wm égale delta H moins Q dans mon échangeur de 4 à 1. Ah ben, il n'y a pas de travail dans un échangeur, pas de travail moteur, et bien donc je vais avoir Q égale delta H. Ah ben mon delta H, c'est simple, je le vois ici en dessous. Ah ben donc en fait QF, c'est cette partie-ci, ici en dessous. Ah ben mon WM, c'est très simple, mon WM en fait, c'est la partie ici à droite. Ah, et si je veux calculer l'effet chaud à la pompe à chaleur, eh bien c'est quoi? Ah, eh bien l'effet chaud à la pompe à chaleur, c'est ici QC divisé par WM. Et on voit bien que QC en fait, c'est QF plus WM. Ok, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, là je vais en fait avoir la chaleur que j'absorbe à la source froide, le travail moteur que je fournis au compresseur, et je vais rejeter le tout à la source chaude, et donc en fait, on voit bien que QF, c'est la somme de QC, c'est la somme de Q froid plus WM. Ok, et donc en fait, si je réécris QF, donc QC qui est égal à QF plus WM sur WM, eh bien en fait, ça va me donner QF sur WM, ça c'est ce qu'on avait appelé le COP frigo, plus WM, c'est 1. Ah, donc en fait, le COP pompe à chaleur, c'est toujours le COP du frigo plus 1. Parce qu'en fait, oui, c'est quoi? Je rajoute juste la partie travail moteur, et donc je rajoute travail moteur sur travail moteur, et donc je rajoute 1. Ok, donc on peut, lorsqu'on a le COP frigo, pas besoin de refaire de longs calculs pour avoir le COP pompe à chaleur, il suffit de rajouter 1. Ok, alors, ce que j'ai juste oublié de vous montrer, je vais revenir au graphique précédent, parce qu'en fait là, ce que je vous montre également, eh bien, en fait, c'est que je peux terminer de 4 à 1, je termine en fait ici mon changement d'état, et je peux faire une petite surchauffe, hein, qui va permettre, cette surchauffe, d'avoir en fait un gaz dont je suis sûr qu'il n'y a pas de gouttelettes à l'intérieur de celui-ci. Alors, on en reparlera dans la seconde vidéo sur les cycles à vapeur, mais donc ici, je vais déjà vous introduire le point 3 qui, lui, est sous refroidi. Hein, je pourrais avoir un point 3 qui est directement sur le diagramme, comme ici. Mais le point 3, en fait, je vais choisir de le sous-refroidir, donc c'est-à-dire que je vais rester à la même pression et continuer un petit peu, on verra ce que ça a sur l'énergie, etc. comme incidence, mais pourquoi est-ce que je continue légèrement à le sous-refroidir? Eh bien, en fait, c'est pour pouvoir identifier ce point 3 et le contrôler. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends ce diagramme et que je dis, OK, quelle est la différence entre ce point-là, ou le point qui est là, ou le point qui est là, etc., avec des outils de mesure classiques. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, ben, la différence entre ces points-là, ils sont à même pression, même température parce qu'ils sont sous la cloche, mais ils n'ont pas le même titre. Donc il n'y a pas la même quantité de vapeur. Oui, mais comment est-ce qu'on la mesure? Avec quoi est-ce qu'on peut mesurer la quantité de vapeur? Eh bien, avec des outils classiques, c'est impossible de mesurer le titre X. Et donc ce qu'on va faire, c'est par exemple mesurer pression et température. Oui, mais si j'ai des capteurs de pression et température, ces 3 points, je ne sais pas les différencier. Et donc si jamais j'ai mon point 3 qui a la même pression et la même température, eh bien il va être soit là, et je vais faire ça comme cycle, ok, hop. Ou alors, je peux dire oui, mais il serait à ce point-là, et là j'ai un cycle qui est vert, et donc du coup, je ne fais pas du tout le même travail, entre guillemets, enfin le même échange de chaleur dans le cas vert ici, hein, je reprends, comme je disais, sur l'axe des H, ou dans le cas qui est le cas rouge. Je n'ai pas du tout la même efficacité, donc le même COP pour mon cycle frigorifique. Ah ben alors comment m'assurer que mon point 3 il est bien là? Eh bien en fait je vais à la fin
de mon changement d'état refroidir encore un tout petit peu, parce que là, du coup, le point 3, il est effectivement à la même pression que tous les autres points, mais il est à une température un tout petit peu plus basse. Et donc, si je mesure ici, par exemple, sous ma cloche, je suis à 30 degrés. Si je mesure ici que je suis à 28, ah, ça veut bien dire que je suis sorti de ma cloche et que mon point 3 est unique et qu'il est bien, du coup, sur cette partie gauche. Et donc, je m'assure d'avoir fait le bon échange de chaleur chaud ou, bah, du coup, vu que le 3 est lié au 4, froid. Ok? Donc ça, c'était juste pour vous repréciser sur le point 3. Alors ici, on a donc terminé ce petit rappel théorique et on va passer à la présentation de l'installation. Donc pour la présentation de l'installation, comme je vous ai dit, je vous invite à voir la vidéo complète réalisée par messieurs De Grady et monsieur Jack. Monsieur Pochet s'occupant de la partie technique du montage dans l'entièreté des vidéos. Et donc vous verrez sur ces vidéos la description complète de l'installation de, euh, de Frigo. Donc voilà, je vous invite à aller voir maintenant la vidéo. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura permis de réellement comprendre quels éléments faisaient quoi à l'intérieur du cycle. Avant de passer vraiment à la correction de la prépa, je voulais juste vous rajouter par rapport à la vidéo, en fait, ce qu'on vous demandait. Donc, les choses que vous allez devoir faire, c'est relever donc les pressions et les températures. Donc ça, c'est ce qui est montré sur la vidéo aux différents points lorsque l'installation est en régime permanent. Hein, donc le régime permanent ou régime stabilisé, c'est un régime pendant lequel il n'y a pas de modification de débit ni même des températures. Donc on fonctionne de manière constante, entre guillemets. Alors vous allez devoir tracer le cycle dans le diagramme log de pH. Alors il faut faire attention, lorsque vous allez tracer ce cycle, vous allez voir qu'il y a des petites différences, notamment le fait que lorsque moi je vous présente et je vous dis dans un échangeur c'est une droite qui est horizontale, la pression est constante, c'est une isobare, eh bien dans le cas d'un échangeur réel ce ne sera pas une isobare parce que vous allez avoir des frottements et donc quand on dit que c'est une isobare et une isotherme, eh bien si ce n'est pas une isobare, ce n'est pas non plus réellement une isotherme et donc c'est toutes ces choses là que vous allez devoir commenter. Hein, sur base donc du diagramme théorique et du diagramme réel que vous aurez réalisé. On vous demandera également donc de déterminer le COP du cycle, le COP que vous aviez théorique, le COP réel et de comparer tout ça au cycle de Carnot. Ok, alors donc ça c'était pour la prépa, pour ce qu'on vous demande dans le rapport. Pour la prépa en elle-même, eh bien, on va regarder ensemble donc l'énoncé. Hein, pour rappel, on vous donne un débit masse. On vous dit qu'il y a une compression adiabatique avec des frottements et donc du coup on vous donne un rendement isentropique. Mais donc on considère les frottements mais pas la perte de chaleur. Donc on vous dit c'est adiabatique. Hein, pour rappel, adiabatique c'est sans perte de chaleur, Q égale à 0. On vous donne les caractéristiques de l'état 1. On vous dit que T1 est égal à 0 degré Celsius et que le titre est X égale 1. Donc ici, on simplifie, on n'a pas pris de surchauffe à la sortie du compresseur. Hein, et donc, comme on vous donne le titre égal à 1 et la température, eh bien, on va aller regarder dans les tables de vapeur saturée pour trouver toutes les caractéristiques. L'état 2, on vous dit que lui, il a la pression de saturation correspondant à 25 degrés C. Alors donc, il faut faire très attention. L'état 2 n'est donc pas à 25 degrés C, mais il est à la pression de saturation correspondant à 25 degrés Celsius. Donc ça, c'est comme si je vous disais, eh bien, c'est un gaz qui se trouve à une pression équivalente à la pression de saturation de l'eau à 100 degrés Celsius. Ah, mais ça, vous savez que l'eau est le boucan à 100 degrés Celsius, eh bien, quand la pression est d'un atmosphère. Okay, donc c'est une manière de vous donner la pression par rapport à la température de saturation du fluide. Alors après, de 2 à 3, on vous dira ici pour la prépa, pour la partie théorique, de considérer une condensation isobare jusqu'à une température de 22 degrés Celsius. Ah ben là, si on sait que le changement d'état se fait à 25 degrés Celsius et qu'on est à 22 degrés Celsius, eh bien, on a une température plus basse que le changement d'état et donc on a un point 3 comme je vous le décrivais juste avant, c'est-à-dire un point 3 qui est sous-refroidi. Ici, il sera sous-refroidi de 3 degrés Celsius vu qu'il a 3 degrés en moins que la fin du changement d'état. Okay, alors on vous dira aussi de prendre une détente isentalpique jusqu'à une certaine température.
Donc on sait, ah, ici on connaît du coup la température finale du point 4, c'est 0 degrés Celsius, ce qui est logique parce que le point 1 étant lui en fait un état qui est un état saturé à x égale 1, et bien 4 et 1 étant sur la même isobar, et bien si 1 est aussi sur la cloche, on sera à la même température. On verra ça en détail, hein. Alors la vaporisation, elle, de 4 à 1, on dit qu'elle est également isobare. Alors, qu'est-ce qu'on peut directement noter? Eh bien, vous allez voir dans les tables, donc vous allez aller lire dans votre table. Ici, ce n'est malheureusement pas lisible sur la vidéo, mais donc vous regardez vos tables qui sont dans votre syllabus de laboratoire. Eh bien, on va voir quoi? On sait que la température est de 0 degrés Celsius et que le titre est 1. On peut aussi écrire la température 0 degrés Celsius pour l'état 4 parce qu'on dit que la vanne fait une détente jusqu'à 0 degrés Celsius. On sait aussi que l'état 3 est à 22 degrés. Alors pour l'état 1, comme on sait que c'est 0 degrés Celsius et titre égale 1, eh bien c'est simple, je vais aller lire la colonne. Vu que le titre est égal à 1, eh bien le H c'est H'', le S c'est S'', le V c'est V'', et la pression, eh bien c'est 2,92 bars. Ok, donc ça, c'est très facile de calculer, de déterminer l'état 1. À partir de l'état 1, je vais essayer d'aller chercher l'état 2. Alors l'état 2, bien qu'est-ce que je sais de l'état 2? Je sais, on me dit que l'état 2, il est à une pression qui est équivalente à la pression de saturation à 25 degrés Celsius. Et donc je vais aller lire quelle est la pression de saturation à 25 degrés Celsius dans ma table. Donc dans ma table, on me dit que la pression de saturation à 25 degrés Celsius, c'est 6,65 bars. Ah ben ça c'est très facile parce que en fait, du coup, je connais toutes mes pressions. Parce que je sais que dans un cycle récepteur, pour rappel, c'est deux isobars et donc deux niveaux de pression, hein, c'est ce qu'on avait dit dans l'introduction. Et bien donc le point 1 et le point 4 sont à la même pression de 2,92 bars, et le point 2S, le point 2 et le point 3 sont à la même pression de 6,65 bars. Ce que je sais également, c'est quoi? Bien, le point 2S, ben, c'est dit dans le nom 2S. 2S, c'est S pour isentropique. Et donc, en fait, je vais avoir la même entropie qu'au point 1. J'aurai donc une entropie de 1,72. Avec cette entropie, je vais essayer de regarder dans le diagramme si je peux calculer, donc, enfin, retrouver mon point 2S. Alors, la première chose que vous devez faire dans votre diagramme, quand vous avez votre diagramme devant vous, pour résoudre un exercice sur les cycles frigo, eh bien, c'est prendre votre latte et tracer deux grandes barres horizontales qui sont les deux niveaux de pression. Le niveau de pression basse et le niveau de pression haute. Tous les points devront se trouver sur ces deux niveaux de pression. Okay, alors on situe d'abord facilement le point 1. Pourquoi? Parce que comme il est à x égale 1, il est sur la droite de la cloche. Et donc, ça va être l'intersection entre mon niveau bas de pression et la droite de la cloche. Et donc, c'est le point jaune qui est représenté ici. Pour le point 2S, on va utiliser le diagramme dans votre syllabus qui est zoomé pour mieux voir en fait en détail où se trouve ce point 2S, parce que sinon, c'est pas toujours facile de le voir sur le diagramme. Et bien donc on va partir de on retrace sur ce zoom les deux droites horizontales qui sont les deux niveaux de pression. Eh bien je vais partir de mon point 1, et alors là ici en vert j'ai mis en évidence les deux isentropiques qui sont l'isentropique 1,70 et l'isentropique 1,75. Et je vais en fait, ici je sais que mon point 1 il est à 1,72. Je mesure donc la distance à gauche et à droite, au final, sur ma droite ici, entre l'isentropique qui est 1,70 et celle 1,75, et je vais venir ici, en fait, reprendre la même distance pour pouvoir, en fait, tracer ma droite 1,72. Donc mon isentropique 1,72. Okay. Une fois que j'ai tracé mon isentropique en 72, eh bien, je vais prendre l'intersection entre ma pression haute et l'isentropique 1,72, et ça, ce sera mon point 2S. Okay. Une fois que j'ai mon point 2S, eh bien, je peux aller lire toutes les autres caractéristiques de ce point 2S. Le plus simple, c'est vous tracer une droite verticale et vous allez aller voir H2S. Et vous avez donc, ici, vous êtes entre 410 et 420, pile au milieu, eh bien, vous avez 415 kJ par kilo. L'autre chose que vous pouvez aller voir, eh bien, pour rappel, ce qu'on va essayer de regarder, c'est l'isotherme. Ah, où est-ce qu'elles sont les isothermes? Alors ne faites pas l'erreur de dire, ok, j'ai ici une certaine isotherme, hop, et une autre isotherme. Donc je vais dire, ok, ici j'ai une isotherme, là une autre isotherme.
je vais regarder où je suis entre les deux. Non, pour rappel, les isothermes, hein, c'est le petit dinosaure, et donc mes isothermes, je vais prendre une autre couleur peut-être pour essayer de les mettre en évidence. Je vais prendre le jaune. Eh bien, mes isothermes, elles ont, ok, sous la cloche, elles ont une forme horizontale, mais dès que je sors de la cloche, eh bien, hop, c'est la queue de mon petit dinosaure, ok. Et donc ici, ça vous avez du mal à lire, mais vous avez l'isotherme 20 degrés et l'isotherme 30 degrés. Vous allez donc regarder ce point 2S, quelle est la distance en fait entre 20 et 30. Et ici, bah, vous voyez, on va se trouver une température de l'ordre de 28-29 degrés. Donc ça, ce sera à vous de mesurer correctement quelle est la distance entre ces deux droites-là. Ok? Alors l'autre chose aussi que je vais pouvoir regarder, eh bien ça ce sont les isocores. Pour les isocores, je vais prendre, je crois qu'il n'y a pas encore de bleu, et donc les isocores, je vais venir prendre les isocores ici, pour rappel, et ici. Ouais, désolé, je ne les suis pas très bien, je vais aller un peu trop vite, et donc vous allez mesurer la distance ici entre les deux, et vous allez voir, bah, on est très proche de l'isocore qui est 0,030, hein, donc on sera à 0,031, quelque chose ainsi, quoi. Ok, donc là, on vient de prendre tous mes points pour 2S. Okay, et donc, je peux venir les écrire ici, tous ces points, et donc je vais bien avoir ici la température qu'on avait identifiée comme entre 28 et 29, hein, le volume massique qui était, bah, on avait dit proche de 30, donc ici c'est 32. On a une enthalpie de 415, l'entropie on l'avait déjà, et un titre, cette fois-ci, eh bien, on est dans les vapeurs surchauffées, et donc il n'y a plus de titre du tout. Le titre n'est pas défini dans cette zone-là. Ok, alors, ah, bah, comme j'ai mon point 2S, bah, ça va être facile de trouver mon point 2. Pourquoi? Bah, parce que on me donne le rendement isentropique, et le rendement isentropique me dit que H2S moins H1 sur H2 moins H1, c'est égal à ce rendement isentropique. Ah ben donc, là je remets mon rendement isentropique, on avait dit c'était un rendement de 0,75, H2S c'est 415, H1 c'était 397, je remets, il me manque plus que H2, et on me dit H2 est égal à 420,9. Ah, comment est-ce que je le trouve? Eh bien, je viens écrire justement mon 420,9 ici, je prends une droite verticale et je regarde l'intersection avec ma droite sur laquelle tous les points haute pression doivent se trouver. Okay, et donc ça c'est mon point 2. Là je refais comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je vais aller chercher mes isothermes, hein, hop, pour rappel là, les queues entre guillemets du dinosaure, ok, et hop, ici je vais essayer d'être un peu plus précis, voilà. Donc là, quelle est la distance entre les deux? Ben donc là, je suis plutôt entre l'isotherme 30 et 40. On va dire que je serai à une température d'environ 32 degrés. Ici, à nouveau, là, on voit que le V, il a un peu augmenté, hein. Je suis toujours entre 0,30 et 0,35, donc on sera peut-être à 33 ou 34. Le S, ici, je dois maintenant le remesurer. Là, j'ai 1,7 et là, j'ai pour rappel en vert 1,75. Donc là, je serai très proche d'1,75, à mon avis 1,74, quelque chose ainsi. Hein, et donc ça, vous faites tout ça très proprement avec votre latte, bien évidemment. Et vous allez avoir du coup toutes les caractéristiques du point 2. Donc on a 33 degrés, on a un volume massique de 33, on a 420 en enthalpie et un 74 comme je le montrais juste précédemment. Ok. Alors pour le point 3, on va repartir du diagramme général. Et vous voyez en fait le point 3, eh bien, on me dit il est forcément sur l'isobare ici, et il est à une température de 22 degrés. Donc pour rappel, cette isobare, elle passe par, sous la cloche, elle passe par l'isotherme 25 degrés. Et ce dont j'ai besoin, c'est 22 degrés. Eh bien, on va à nouveau regarder un zoom sur cette partie-là. Donc je suis bien sur mon isobare 25 degrés, mais je continue à refroidir un tout petit peu. Ah, mais comment je sais quel point ici, qu'est-ce que je croise? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous avez vos isothermes. Donc, on va représenter à nouveau les isothermes. Eh bien, l'isotherme ici qui est à 30 degrés, elle est comme ceci ici. Ok? L'isotherme, parce que ça, c'est le coût, entre guillemets, de votre dinosaure. L'isotherme 25 degrés, elle est comme ceci ici. Et là, j'ai mon isotherme, si je veux, hop, ça c'est l'isotherme 20 degrés. Mais comment je fais en fait pour ce point 3 à 22 degrés? Eh bien c'est simple, en fait je vais prendre ma température de 22 degrés, donc je vais venir chercher en fait l'isotherme 22 degrés
qui est entre la 20 et 25, à une distance de 2/5 du coup. Ok. Et puis après, ben, je sais en fait qu'elle part de manière verticale, cette isotherme. Ah, et donc en fait, le croisement entre l'isotherme 22 degrés et ma courbe de pression ici, qui est ma courbe de pression de saturation à 25, eh bien, je vais avoir mon point à 22 degrés. Ok? Ok, j'ai mon point 3 à 22 degrés, eh bien donc je vais pouvoir venir lire ici l'enthalpie. Une petite astuce, plutôt que de venir lire l'enthalpie sur le graphe, en fait vous voyez que si je trace cette droite verticale ici, hein, eh bien si j'ai une droite verticale ici, donc celle qui est en rose, eh bien elle passe par un point qui est un point particulier. Elle passe par ce point, je vais essayer de vous mettre en rouge, elle passe par ce point, en rouge, elle passe par ce point-là. Et ce point-là, en fait, donc, il a exactement la même enthalpie que ce point-là. Ah ben ce point-là, par contre, ça je le connais bien, parce que bon, dans les liquides sous-refroidis, ici, pour les fluides frigorigènes, je n'ai pas de table, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, dans cette partie-ci, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien ça, ce point-là, ça, c'est H' du liquide. Donc ça, c'est sur la cloche. Sur la cloche, c'est quoi? C'est le liquide saturé à 22 degrés Celsius. Et donc, c'est H' de saturé à 22 degrés Celsius. Pour le S, bah, le S, en fait, je vais aussi prendre S' à 22 degrés Celsius. Je ferai une petite erreur, mais elle ne sera vraiment pas grande. Okay, et pour le V, je peux aussi faire, si je veux, V' à 22 degrés Celsius. Donc ce sont toutes des approximations, mais en fait, je vais prendre ce point-là. Okay, pourquoi est-ce que j'aurais pu prendre une approximation avec un autre point connu, hein? J'aurais pu dire oui, mais mon point, le point qui va me servir de référence et que je vais aller regarder dans les tables, c'est ce point-là qui est là sur la même isobare. Eh bien, vous voyez qu'en fait, si vous prenez ce point-là qui est sur la même isobare, eh bien, si vous descendez ce point-là jusque sur une isenthalpique pour lire, eh bien, vous allez déjà faire une grosse erreur sur l'enthalpie. Donc il ne faut pas prendre le point sur l'isobare, il faut prendre le point sur l'isotherme. Donc vous allez prendre H' de 22 degrés C, S' de 22 degrés C, V' de 22 degrés C. Ok? Alors on rentre tout ça dans notre diagramme. Donc ça c'est pour... Donc je vous montre ce que vous allez devoir faire. Donc vous allez chercher votre table 22 degrés Celsius et vous allez aller lire bien votre V', votre H' et votre S' ici. Donc on a S' ici à 1,1, on a H, oui, à 1,1, on a H' ici à 230 et on a V' qui est ici à 20. Attendez que je ne dise pas de bêtises pour la colonne V'. V', oui, donc ça c'était M', j'ai bien fait de pas lire de bêtises, qui est à 0,8. Ok, on va prendre tout ça et le remplir dans notre tableau. On a donc bien ici l'état 3 qui est à 22 degrés Celsius, le volume massique à 0,8, l'enthalpie à 230 et l'entropie à 1,1. Comment est-ce qu'on va trouver le point 4? Eh bien, pour rappel, le point 4, il a la même enthalpie que le point 3. Hein, donc, on va ici prendre 0 degrés Celsius et une enthalpie de 230. On vient indiquer ça ici sur le diagramme. Eh bien, le point 4, eh bien, il va être sur la même isobare du coup que le point 1 et il va être à une enthalpie de 230. À nouveau, on va faire un petit zoom pour avoir quelque chose de plus précis. Donc on reprend le point 3 qui lui est à 230, on descend vertical jusqu'à croiser l'isobare et on a donc notre point 4 qui est bien à une enthalpie ici de 230 et une pression de 2,9 bars. Alors soit vous regardez graphiquement pour le V, pour le S, etc. Et donc là, vous vous dites, tiens, mais il est entre 0,01 et 0,012, et vous calculez. Ou vous prenez aussi ici l'entropie, il y a les deux droites verticales d'entropie, et ça, c'est des choses que vous pouvez regarder, mais ce que moi, je vais vous conseiller de faire, c'est quoi? Eh bien, c'est d'utiliser les tables. Parce que quand on va regarder dans les tables, en fait, on connaît notre H, on sait que c'est 230. Et on sait qu'en fait, Hx, à l'intérieur de la cloche, c'est égal à x fois H'' plus 1 moins x fois H'. Ah, ben je vais aller regarder ici, je sais que je suis à 0 degré, donc je vais aller lire mon
H' et mon H'', qui sont respectivement de 397 et de 200. Ce qui va me permettre, en fait, la seule inconnue ici, c'est le x. Donc vous isolez le x et vous voyez que x est égal à 0,152. Ah ben, si j'ai x, je peux calculer v de x, je peux calculer s de x en allant lire s' et s'' ici dans les tables et v' et v' ici dans les tables. Une fois que j'ai recalculé tout ça, eh bien, je vois en fait, hop, désolé, je vois en fait que j'ai bien ma température de 0 degré, j'ai un volume massique de 11, et j'ai même 11,13, beaucoup plus précis que si je l'avais fait graphiquement, et j'ai une entropie de 1,11. Ok? Donc ça, maintenant, je peux représenter l'entièreté, en fait, de ma transformation à l'intérieur de mon diagramme log pH. Ok? Donc ça, je peux le regarder ici. Alors, l'autre chose qu'on peut essayer de représenter, ben là, on peut le faire qualitativement. Donc, quand on vous dit de tracer dans un diagramme TS, mais là, on voit que c'est une forme un peu plus bizarre, en fait, hein, où j'ai effectivement la forme de mes isobars dans le diagramme TS, et j'ai ici une droite verticale pour la transformation isentropique, quelque chose qui va un peu plus à droite, toujours sur la même isobar de P2 pour mon point 2. Mon point 3, lui, eh bien, il faut voir si, tiens, je reste toujours sur l'isobar. Est-ce que je suis euh, ici saturé ou est-ce que je suis ici, du coup, sous-refroidi? Et je reviens jusqu'à mon point 4 et je reprends ici sur l'isobar. Alors l'isentalpique, ça, ben, forcément, c'est une forme un peu plus particulière vu qu'on se trouve dans un TS. Ça, c'est surtout pour votre culture générale et surtout pour que vous sachiez ok, à quoi est-ce qu'il ressemble dans le TS. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins utile et un outil beaucoup moins puissant que le log-pH. Alors ici, ben, ça c'est justement votre diagramme complet représenté. Et pour rappel, on va vous demander de calculer l'effet frigorifique et la puissance frigorifique. Ben, l'effet frigorifique, c'est simple, c'est H1 moins H4. On a calculé H1 et H4 et donc on trouve 167 kJ par kilo. La puissance, c'est quoi? Eh bien, c'est l'effet frigorifique massique multiplié par le débit massique et donc on va avoir H1 moins H4 fois le débit massique, ce qui va vous donner 534 watts. Je peux faire la même chose pour l'effet calorifique chaud. Ok, et l'effet calorifique chaud, lui, je vais avoir du coup, eh bien, ici, cette fois-ci, j'ai 190 kJ par kilo et ça va me donner 611 watts. Dans les deux cas, je peux calculer le travail de compression. Il est le même que ce soit le froid ou le chaud qui m'intéresse. Et le travail de compression, lui, c'est H2 moins H1 fois le débit massique. Enfin, le travail, lui, c'est H2 moins H1. Et je multiplie par le débit massique pour avoir la puissance de mon compresseur. Donc ça, c'est 76 kW. C'est à peu près ce que vous aurez sur votre installation. Alors le COP frigo, bien lui je le calcule comme le froid que j'avais, je peux le calculer soit avec les travaux moteurs, soit avec les puissances, hein, parce que c'est le même débit dans les deux cas. Hein, donc je fais soit QF sur WM ou P frigo sur P compresseur. Ici on a choisi de prendre P frigo sur P compresseur, ça nous donne 7,03. Je peux calculer celui pour la pompe à chaleur ou je peux, en repartant de Q chaud sur WM, ou même à nouveau de P pompe à chaleur sur la puissance compresseur, ou je peux juste reprendre, ici je viens de calculer mon cycle frigo, et bien je vais faire 1 plus le cycle frigo. Ok, donc ça c'est quelque chose, regardez justement avec les paires de... Nous on a considéré qu'il n'y avait pas de paires de chaleur, etc. On a été très théorique ici. Regardez bien, en fonction des paires de chaleur, c'est intéressant de regarder, tiens, est-ce que votre COP frigo est bien égal à 1 plus le COP pompe à chaleur? Si vous avez des pertes de chaleur, ben, il y a peut-être une partie du travail moteur qui n'est pas rendue à la source chaude réellement, et donc c'est possible que votre COP pompe à chaleur ne soit pas exactement égal à 1 plus le COP frigo, mais qu'il soit un peu plus petit que ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous demande aussi? C'est de calculer le COP de Carnot. Ici, c'est juste un rappel de faire bien attention parce qu'ici, vous avez des températures qui étaient de 5 et 20 degrés Celsius pour les sources froides et sources chaudes. Eh bien, si vous faites le COP de Carnot, donc c'est température froide sur température chaude moins température froide, faites bien attention que ceci doit être exprimé en Kelvin. Hein, parce que si on exprime bien les trois températures en Kelvin, effectivement en dessous, vu qu'il y a plus 273.15, moins 273.15, ça ne va presque rien changer. Mais au-dessus,
parce que les 273.15 vont s'annuler, mais par contre le 273.15 du dessus ne va pas changer. Ce qui fait que si vous le calculez en degrés Celsius, vous aurez un truc qui est plus petit que 1, et si vous le calculez bien en Kelvin, vous aurez un COP qui est supérieur à 18. Voilà, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de bien faire attention que vous devez normalement toujours avoir un delta entre la température de la source chaude et la température de la source froide et vos températures de cycle. Donc vous aurez ici, dans la partie condenseur, vous devrez toujours rester à une température supérieure à la température de source chaude, et dans la partie évaporateur, vous devrez toujours rester à une température inférieure à la température de la source froide. Pourquoi? Eh bien parce que ça, on l'avait dit dans la partie théorique, un échangeur de chaleur n'arrivera jamais exactement à la même température, parce qu'il faudrait un échangeur de chaleur de dimension infinie. Ça, je pourrais le représenter comme ça en disant, pour rappel, que dans mon cycle moteur, j'ai bien ma température chaude qui est toujours plus chaude que mon cycle et froide qui est toujours plus froide que mon cycle, alors qu'ici, je dois avoir bien sûr un maximum qui vient à une température supérieure à la source chaude et un minimum qui vient à une température inférieure à la source froide. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris l'introduction de ce laboratoire. Euh, Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions et il y aura vraiment une séance de questions-réponses dédiée euh, à cette séance de laboratoire et donc à répondre à toutes vos questions sur ce labo.